Bonjour et bienvenue sur Cinéfilm, où je vais donner mon avis sur certains films sortis entre mai et juin. Ce sera un avis assez court sur chaque film. Et on commence tout de suite par The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros, réalisé par Mark Webb, qui a réalisé notamment 500 jours ensemble, qui était un bon film sur... on pourrait appeler ça une comédie romantique, mais il l'a traité vraiment d'une façon qui est pas tant que ça finalement une comédie romantique, mais en tout cas c'était vraiment sympa, il traitait ça de façon très différente de d'habitude. Je conseille de voir la vidéo du Randall sur ce film là, où lui il en parlera mieux que moi. Il a aussi réalisé The Amazing Spider-Man le premier, qui était un bon divertissement sans plus, qui était quand même moins bien que 500 jours ensemble, qui était surtout intéressant pour le personnage de Spider-Man qui avait une gestuelle plus proche des comics, notamment en plus son humour, que dans les comics il est très drôle, et là dans le film aussi il était vraiment très drôle, il blaguait, même s'il blaguait pas tant que ça, contrairement au deuxième, et j'y reviendrai. Donc ça allait pas plus loin que le divertissement, mais c'était quand même sympa. Et puis bon bah voilà, c'était le reboot après la trilogie de Sam Raimi. Donc fan de la première trilogie moi. J'avais pas trop aimé le premier, Spider-Man de Sam Raimi, mais j'avais adoré le deuxième, comme beaucoup de gens, c'est l'un des meilleurs films de super-héros, c'est indéniable. Et le troisième, bon bah qui était un peu lié, mais qui était sympa quand même, c'était du divertissement qui envoyait. Donc voilà, le deuxième du coup, The Amazing, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'était cool. Ça envoyait le pâté au niveau divertissement, ça pétait de partout, il y avait l'humour qui était encore plus présent que dans le premier. Spider-Man fait beaucoup plus d'effets spéciaux, donc on voit beaucoup plus les gestes de Spider-Man. Moi j'ai pris mon pied, après c'est clair que ça va pas plus loin que le divertissement, parce que on le voit au niveau, déjà au niveau du scénario. Alors grosso modo, c'est après la mort du père de Gwen Stacy, donc on suit les aventures de Spider-Man qui va se combattre contre trois ennemis, dont un le plus important qui balance de l'électricité, qui est d'ailleurs un magnifique méchant, puisque non seulement il lance de la musique dubstep, et en plus, je veux dire, il devient méchant de la manière la plus basique possible. Mais c'est marrant, c'est vraiment, on voit que Mark Webb a voulu faire du divertissement et il a joué à fond la carte du divertissement. Donc j'ai passé un bon moment devant l'écran, il faut vraiment en être conscient. Quand on voit ce film, il faut se dire, bon bah voilà, je vais voir du divertissement qui envoie au niveau action, mais que le scénario tient sur une feuille de papier, quoi, sur une feuille de papier cul limite. Donc voilà, au niveau jeu d'acteur c'est plutôt bon, au niveau réalisation c'est vraiment sympa, parce qu'il sait gérer les scènes d'action où ça va assez vite, et au moment des dialogues, ou des scènes un peu plus intimistes, où ça va être vraiment plus... où la caméra va se poser, va prendre son temps. Donc voilà, je conseille le film, voilà, à tous ceux qui veulent voir du divertissement et qui ont aimé le premier. Mais par contre, ceux qui ont adoré la trilogie de Sam Raimi, ou qui ont adoré le deuxième, le troisième, et qui n'ont pas vu encore le premier ni le deuxième, voilà, qu'ils soient prévenus, on est loin de l'esprit de Sam Raimi, qui était plus, on va dire, plus triste, quand même plus dramatique. Donc c'est quand même radicalement différent. Voilà. Et on continue tout de suite avec Godzilla de Gareth Edwards, joué notamment en rôle principal par l'acteur de Kick-Ass, qui est vraiment le rôle, on va dire le rôle phare du film, enfin le rôle phare, le personnage principal du film, puisque les autres rôles, notamment montrés dans la bande d'annonce de l'acteur de Breaking Bad, Bryan Cranston, si je dois écorcher son nom là, un rôle très petit dans le film, donc c'est vraiment, vraiment l'acteur de Kick-Ass qui a le gros rôle. Ça fait assez bizarre d'ailleurs, puisque c'est le... oui, il joue le rôle de Marines, assez dur, mais ça lui va bien, moi j'ai trouvé que ça allait bien, enfin bref. Donc Godzilla, le deuxième film américain sur ce kaiju, puisque le premier a été réalisé par Roland Emmerich, si je ne m'abuse, en 2000 ou 99, qui était un... oh 2000 je crois, qui était pas loin de l'humour, c'est l'humour en Roland Emmerich qui est
disons qu'on est dans un film catastrophe et pourtant ça y va au niveau humour, et c'est vrai que le film a été très controversé et je comprends, moi-même j'ai pas été très fan du film. Du coup celui-là était très attendu au tournant, le nouveau, parce que notamment en plus le réalisateur est un fan de Godzilla. Godzilla qui a plus de 30 films à son actif il me semble, bien du coup réalisé pour la plupart au Japon. Donc, et qui, là pour le coup, on voit que dans ce film, le Godzilla est respecté vraiment, enfin c'est le vrai Godzilla qu'on voit à l'écran. Mais du coup, nous, on n'a pas l'habitude, parce qu'on s'imagine quand on va voir le film à une bestiole qui va tout détruire, et du coup que les humains vont essayer de la tuer et tout ça. Et en fait, pas du tout, donc je vais pas spoiler l'histoire ici, mais on en est loin, puisque Godzilla fait... Enfin bref, on est loin de ce qu'on pense dans ce film. Notamment, on voit très peu Godzilla dans le film et ça a été beaucoup critiqué. On le voit surtout par le biais de... on voit ses épines, ces choses comme ça. On le voit, je pense, et ici je me souviens bien, vers 1h30 de film. Vers 1h30 de film, il n'y a pas de souci, là ça y est, on le voit complètement et ça y est, jusqu'à 2h, ça balance à fond niveau action. Et c'est vrai que voilà, jusqu'à ces 1h30, finalement, on voit très peu le Godzilla, et c'est dommage, parce que véritablement, il a été tellement bien pensé que vraiment on est waouh. Niveau effets spéciaux, c'est hallucinant, bien sûr. La 3D, je la conseille. Pour ceux qui veulent acheter le Blu-ray, je le conseille en Blu-ray 3D, elle est géniale la 3D. Quand on voit Godzilla à l'écran, on hallucine parce que vraiment la bête est très imposante. Certes, c'est du numérique, mais vraiment c'est hallucinant. C'est hallucinant de réalisme. Et c'est simple, quand elle crie, personne parle. On ferme tous notre gueule parce que vraiment elle impose. Alors après, du coup, Godzilla est secondaire dans le film parce qu'on voit beaucoup plus Aaron Taylor Johnson de Kick-Ass qui est pour le coup pas le rôle le plus intéressant du film. Le film est très humain et c'est peut-être un peu le gros souci, c'est que la mise en scène est géniale. Véritablement, à chaque fois qu'on voit la bête, on est toujours mis à échelle, c'est-à-dire qu'on filme souvent du point de vue de l'humain, ce qui fait que la bestiole elle est immense, on voit que le pied, ou c'est hallucinant. Mais voilà, le problème c'est qu'on voit très peu Godzilla, par contre on voit beaucoup ses ennemis, que je dirais pas qui c'est, mais on voit beaucoup ses ennemis, qui sont intéressants sans plus, mais voilà, qui sont visuellement bien sûr sont réussis. Et puis on voit beaucoup surtout du côté de l'humain, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant quand on va voir ce genre de film. Donc moi quand je suis sorti du film j'étais content parce que niveau mise en scène c'était impressionnant, ça a fourmillé d'idées, sinon niveau scénario, le scénario, enfin disons que comment on explique la façon dont Godzilla apparaît est bien, je trouve, réfléchi au niveau du scénario, mais sinon ça n'a pas plus... sinon le scénario en lui-même est pas très étanche, pas très gros, ça reste vraiment du divertissement. Alors est-ce que je le conseille? Je le conseille à ceux qui n'ont pas aimé celui de Roland Emmerich et qui vont peut-être du coup aimer celui-là, mais qui soient au courant quand même que Godzilla on le voit très peu et que véritablement c'est surtout un drame humain, on le voit dans le film, c'est que on voit souvent l'acteur principal, lui et sa famille, que Godzilla qu'on va voir surtout vers la fin, mais qui par contre lui est très réussi, et puis voilà, niveau mise en scène, réalisation, c'est impeccable. Voilà, donc voilà ce que j'ai à dire pour ce film. Et on continue avec X-Men Days of Future Past, le 7e film après les 3 premiers X-Men que j'avais adoré, la trilogie, donc le 1, 2 et l'affrontement final. Le 3e qui était assez critiqué, mais qui, moi je trouvais qui au niveau histoire terminait bien l'histoire du 1 et du 2, concluait bien l'histoire. Moi je suis un fan des 3 premiers, ça y a rien à dire, parce que donc qui était réalisé par Bryan Singer, le 1 et le 2, pas le 3, et Days of Future Past qui est aussi réalisé par lui, donc qui est le grand retour de Bryan Singer, du coup très attendu, parce que vraiment sur le 1 et 2 il avait réussi à donner... à être au niveau mise en scène, mais aussi au niveau, déjà c'était l'un des premiers films de super-héros à l'époque, le premier, que bon, le deuxième, ça a eu le temps de venir après, mais le premier du moins, et puis bon,
il comparait beaucoup, il avait compris quel était vraiment le sens des X-Men, c'est-à-dire la différence. euh, il avait aussi beaucoup traité par rapport à la Seconde Guerre mondiale, plein de choses comme ça. Donc c'était intéressant. Et c'est vrai que après, une fois que Bryan Singer s'en est allé, la saga a assez souffert puisque le 3 était moins bien, penché du côté plutôt de l'action, mais bon, était pas mauvais. Hein. Le quatrième, le quatrième film qui était X-Men Origin Wolverine, qui était une catastrophe. Après, il y a eu le, euh, le commencement qui lui est beaucoup aimé des fans, mais qui est pas si bien que ça quand on y réfléchit. Parce que bon, l'intérêt du commencement, c'est ces deux personnages principaux, Professeur X et Magneto, qui, quand ils étaient jeunes, qui est là vraiment eux. Par contre, ouais, ils jouent super bien, l'alchimie se passe très bien entre les acteurs, c'est génial. La musique est géniale aussi, mais le commencement est pas. Disons que ça reste du divertissement basique, c'est ce qui est dommage. Mais bon, mine de rien, il était sympa. Du coup, après, The Wolverine est sorti, qui lui était sympa aussi. Le personnage de Wolverine était très bien traité. Après, ça restait du divertissement aussi, mais c'était sympa. En plus, c'était au Japon, donc ça changeait de cadre. Donc, il était sympa. Et là, ça y est, on avait enfin retourné aux X-Men comme on les aimait. On retrouvait les anciens et les nouveaux en même temps du commencement, puisqu'ils essayent disons que les anciens ne vont pas pouvoir revenir à chaque film. Donc là, c'était un peu le passage de pouvoir, un peu quelque part, au niveau des acteurs. Là, dans les prochains films, les anciens ne reviendront probablement pas, sauf certains comme Wolverine, bien sûr, enfin Jackman, et certains grands rôles phares des autres films. Mais sinon, ça sera surtout les acteurs d'X-Men le commencement qui continueront. Donc ils ont essayé de les faire vraiment intégrer à la saga, continuer comme ça. Et donc Days of Future Past, qui est aussi le comics le plus aimé des fans, qui est, disons que, alors au niveau scénar, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est sympa puisque on est dans le futur, les hommes ont créé des sentinelles qui détectent donc les mutants et les tuent grâce aux gènes qu'ils portent, les gènes mutants. Et le problème, c'est que comme c'est l'évolution, les humains quand ils font des enfants, les enfants eux aussi petit à petit vont être des mutants eux aussi. Du coup, la planète est condamnée parce que les sentinelles tuent tout le monde du coup, puisque tout le monde est appelé à devenir un mutant, vu que c'est la génération suivante. Et du coup, voilà, c'est la fin du monde. Il reste très peu de gens sur Terre, enfin sur Terre en même temps, il n'y a pas d'autres planètes, mais mais il reste très peu de gens encore vivants. Et ils utilisent le pouvoir d'un mutant, un mutant bien connu qui a apparu dans le deuxième X-Men. Je ne me rappelle pas de son nom. Et donc ils vont utiliser son pouvoir pour faire revenir Wolverine dans le passé, pour essayer de changer le cours des événements et empêcher que les sentinelles arrivent. À partir de là, donc au début on voit un peu donc du coup à quoi ressemble le futur, qui est plutôt assez basique, hein, le film vaut pas le coup pour ça, on le voit très peu dans le film, mais qui est sympa quand même, hein, mais rien d'extraordinaire, on voit des bâtiments détruits, enfin bon, ça reste très basique, très simple, mais c'est sympa quand même, les acteurs jouent tous très bien. Après il y a des rôles qui ne servent un peu à rien comme Omar Sy, qui est vraiment là pour le clin d'œil, c'est un peu dommage. Bon après dans le passé en plus le contexte est sympa, on est dans les années 70 je crois, et c'est sympa, on voit par exemple qu'ils respectent, à un moment donné ça se passe en France, et du coup quel chanteur ils mettent, je crois que c'est dans une boîte de nuit, quel chanteur ils mettent, Claude François, donc moi j'étais content. Et donc oui, ils respectent l'époque, et du coup c'est sympa cette ambiance, l'ambiance 70s. Donc je crois que c'est les années 60, je crois que je me trompe, hein. Mais bon bref, du coup c'est un univers assez sympa de retourner dans le passé comme ça. On retrouve du coup les personnages quand ils étaient plus jeunes, c'est sympa. Le film en lui-même, sinon voilà, rien d'extraordinaire. Est-ce que c'est le meilleur X-Men? Moi je dirais non.
En même temps, je saurais pas trop dire quelle est le meilleur, mais je sais que la première trilogie, j'ai vraiment adoré. Là, on peut dire déjà que c'est le retour des X-Men, ça c'est clair et net. On se retrouve avec à nouveau, alors là ça y est, X-Men rentre vraiment dans le monde hollywoodien parce que vraiment, là la saga ça y est, là on voit le pâté au niveau action. En plus, bon, bah, le casting est énorme, donc c'est sympa, j'ai passé un bon moment. C'est du bon divertissement, mais vraiment, je pense, adressé aux fans, après, vraiment, parce que le scénario est très... bah, disons que si on n'a pas suivi les autres X-Men, je pense que les gens risquent d'être assez perdus. Mine de rien, donc du coup, il y a des nouveaux personnages, comme Quicksilver, qui est absolument génial. Il y a une scène où, comme il a le pouvoir d'aller au ralenti, il fait des choses extraordinaires, que je ne spoilerai pas, mais qui est absolument génial. Donc pour aller assez vite, parce que cette critique a quand même assez duré, moi je conseille, voilà, mais pas pour les fans avant tout, mais pour ceux qui veulent du divertissement aussi, ils vont passer un bon moment, mais il y a intérêt, voilà, au moins d'avoir vu X-Men le commencement, pour au moins comprendre déjà les clins d'œil, ne serait-ce que ça, voilà. Et ça y est, on arrive vers les 2 derniers films qui vont aller assez vite au niveau de la critique, que je n'ai pas grand chose à dire dessus. Maléfique, du coup, réalisé, alors ne me demandez pas par qui c'est réalisé, mais c'est son premier film, il me semble. Donc Ron quelque chose, je crois. Oh mon Dieu, j'aurais dû voir avant la critique, je m'excuse. Mais j'ai pas retenu parce que bon, du coup, alors la réalisation est pas mal, mais alors déjà d'entrée Maléfique, il faut pas se douter, le film est très niais. Le film est destiné aux enfants et les adultes qui iraient voir Maléfique avec leurs enfants vont trouver que le film quand même, enfin ils vont pas avoir un film extraordinaire. La bande d'annonce montrait plein d'actions, des moments assez sérieux, mais non, le film n'est pas... Non, c'est très très enfantin, c'est du Disney. C'est dommage qu'ils aient pas essayé de rendre le film encore plus sérieux, mais bon, bah c'est Disney, hein, ils sont comme ça malheureusement. Moi, si j'avais à comparer, je préférais peut-être même Blanche-Neige le chasseur, qui lui allait quand même plus loin dans le sérieux du conte à porter en live, comme ça. Bon, après Blanche-Neige le chasseur est aussi un basique divertissement. Mais donc voilà, donc du coup, Maléfique, et surtout conseillé pour les enfants. Angelina Jolie, beaucoup de gens ont dit qu'elle était géniale dedans. Moi, je n'ai pas trouvé si extraordinaire que ça, mais elle joue bien son rôle, elle le joue bien. Bon, niveau effets spéciaux et tout ça, c'est génial, Disney gère très bien ça. La 3D aussi est pas mal. Le scénario, de toute manière, c'est l'histoire de La Belle au Bois dormant, mais revisité, hein, il y a des choses qui sont revisitées. Elle le dit d'ailleurs à la fin, ça spoil pas, mais elle le dit à la fin, elle le dit, voilà, en gros, elle dit le dessin animé, c'est pas la vraie histoire. Voilà, donc faut pas s'attendre à voir que l'histoire de La Belle au Bois dormant vraiment répétée au degré près. En tout cas, le film est bon. Moi, j'ai passé un bon moment devant, mais il faut pas être, c'est naïf, c'est très naïf. Et vraiment, si on n'aime pas cet univers assez magique pour enfants, on n'aimera pas le film très clairement. Donc parce que en fait, donc grosso modo, hein, je vais faire en très vite. C'est Maléfique, donc déjà le personnage s'appelle Maléfique, donc et pourtant elle est gentille au début. Elle est même gentille dans le film quasiment, dans quasiment tout le film elle est gentille, alors qu'elle s'appelle Maléfique, ça n'a pas de sens, c'est Disney comme d'habitude. Et donc Maléfique qui jette un sort à la fille de son amour qui l'a abandonné, qui lui a coupé les ailes. Je spoil pas, hein, c'est le début. Alors oui, alors tiens, je tiens à dire d'ailleurs, donc le rôle du père est joué par Charles Copley, notamment pour moi l'acteur de District 9, et j'adore cet acteur, il joue super bien dans le film. Moi j'adore cet acteur, donc ça a été un régal de le voir dans ce film, parce qu'il a un rôle qui lui va très bien, quoi, de méchant. Donc du coup, le film est bon, un bon divertissement. Ça reste assez simplé, voilà, elle lance un sort donc à la fille et elle le regrette parce qu'elle s'aperçoit en grandissant qu'est-ce que j'ai fait, cette petite fille elle est adorable. Donc et le film, du coup le père de la fille va vouloir entrer en guerre et voilà, ça va lancer un truc comme ça. Mais c'est très très naïf, très très simplé. Voilà ce que j'ai à dire pour le film.
Et on en arrive à la fin, mon coup de cœur de tous les films que j'ai pu voir entre mai et juin, qui est Edge of Tomorrow. Alors Edge of Tomorrow, c'est typiquement le genre de film, quand on voit la bande-annonce, on se dit oula, ça sent le divertissement con qui essaye de faire qui est vraiment au niveau scénario pas très recherché, qui envoie niveau action avec des acteurs qui jouent juste des méchants des personnages badass et puis point barre. Pas du tout. J'ai été très surpris parce que je me suis aperçu du coup, grâce à la vie de Durandal d'ailleurs, et du coup je suis allé voir grâce à lui et surprise, ce film est génial. C'est du divertissement, dans 10 ans on l'aura oublié ce film, mais c'est du très bon divertissement. Là, c'est clairement mon coup de cœur de ces 2 mois, puisque bah, alors l'histoire elle est très simple, puisqu'en fait on démarre, une nouvelle guerre a démarré, les aliens, donc tout le monde est en train de mourir, tous les pays. D'ailleurs on voit Hollande pendant 2 secondes, tout le monde a rigolé dans la salle au début du film. Qui dit oui c'est la fin du monde au journal télévisé, ça fait très sérieux, et dire qu'il représente la France. Bref, mais du coup c'est la guerre, la dernière bataille ultime pour défendre la Terre, donc Tom Cruise qui joue généralement le rôle de bad guys, ici joue un vrai salaud. Du coup c'est génial et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce film, c'est que Tom Cruise joue dedans le rôle de connard, vraiment. Au début c'est un connard qui se fait engager de force dans cette dernière bataille pour la Terre, pour défendre la Terre et qui se retrouve, il se fait tuer, je spoil pas, il se fait tuer dès les premières secondes de la bataille. Sauf que avant de mourir, il a tiré sur, je crois, un alpha, en tout cas sur les extraterrestres sont super bien faits dans le film. Ils ont une gestuelle géniale, mais enfin pour en revenir, du coup, il tue un alien qui avait, pas n'importe quel alien, qui du coup, quand il va mourir, fait une boucle temporelle qui fait que Tom Cruise va revivre la dernière journée de défense contre la Terre à l'infini. Et donc il va en profiter pour essayer de la défendre, disons qu'il rencontre un personnage qui lui dit qu'il a eu la même chose avant, qu'il a eu une boucle temporelle lui aussi lors d'une autre bataille contre les extraterrestres et qui peut l'aider et qu'ils vont essayer de sauver la Terre. Donc voilà le scénario grosso modo. Le scénario est vraiment pas mal, c'est pas du scénario extraordinaire non plus, mais pour du divertissement, c'est du scénario vraiment bien recherché, qui est adapté d'un livre à la base, alors tu m'étonnes. Les rôles sont très bien joués, notamment celui de Tom Cruise qui change en fin de rôle, parce que moi je l'avais pas vraiment aimé dans Oblivion, pour tout dire, et enfin je trouvais que le rôle, déjà le rôle qu'il jouait dans Oblivion était déjà un peu basique, mais en plus je veux dire Oblivion, tout était copié quoi, que ça soit les machines qui ressemblaient soit à Tron, soit à Portal, enfin c'était très copié, il n'y avait rien de très original dans Oblivion, et bon, même en plus sans parler de la fin qui est enfin tu vois la fin, tu me dis mon Dieu. En parlant de fin d'ailleurs, vraiment la seule déception de Edge of Tomorrow est sa fin. Une fin très convenue et qui est clairement une fin de producteur, puisque la fin se termine en happy end et c'est flagrant, c'est vraiment flagrant, elle fait vraiment décalage par rapport au film. Donc on voit que c'est une fin de producteur, du coup elle gâche pas vraiment le film, puisqu'on se dit bon bah oui c'est une fin de producteur, ils ont voulu terminer le film comme ça, mais on s'en fout, c'est 2 heures de plaisir. Donc pendant 2 heures, c'est un film que je conseille, donc là il est plus au cinéma probablement, mais vraiment, alors regardez-le dès que vous en avez l'occasion, vous allez voir du très bon divertissement, avec un Tom Cruise en pleine forme, qui change un peu de ses rôles habituels, un scénario vraiment pas mal, qui joue sur le temporel, et qui est vraiment, c'est vraiment pas mal comme sujet. Donc voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film, la musique est plutôt pas mal, l'ambiance ressemble à beaucoup de films catastrophes, mais il y a beaucoup d'humour dans le film, je m'y attendais pas, beaucoup d'humour dans le film.
pourtant les scènes se répètent assez vite, le montage est nerveux, la mise en scène est pas mal, vraiment, c'est très nerveux. On voit que c'est le réalisateur d'ailleurs du premier Jason Bourne, La mémoire dans la peau, qui était vachement bien. Moi j'adore les Jason Bourne, je les ai en Blu-ray. J'adore les Jason Bourne, et qui avait aussi fait Monsieur Manan Smith, qui était une bonne comédie, ça en plus, mais qui était une bonne comédie quand même. Et donc, et on voit voilà, que c'est le réalisateur de ces films-là, parce que le montage est très nerveux, et il va bien, vraiment, le montage est vraiment pas mal, c'est bien filmé, bien joué, bon scénario, j'ai passé vraiment un très bon moment devant, du divertissement comme on l'aime, et vraiment s'il y avait dans tous les films que j'ai parlé jusque-là, un film que je devais conseiller, ça serait celui-là. Voilà, voilà ce que j'ai à dire pour les 5 films de mai à juin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bon ou mauvais, du moment que vous le commentez pour le justifier, ça m'aide beaucoup. Prochaine vidéo probablement, soit Transformers 4, l'âge de l'extinction, le vlog, soit un film de culte que je sais finalement pas tant que ça sur quel film il va porter encore. Je vais écrire et je verrai qu'est-ce qui me conviendra le mieux. Voilà, merci d'avoir vu la vidéo, et puis je vous souhaite de voir beaucoup de films, et notamment celui-là. Voilà, allez, ciao, bye bye.